l'orateur s'appelle Denis Dupré. Il est de l'équipe STIP à Grenoble. Donc Denis, il a un background assez intéressant. Enfin, il a fait des études en sciences dures en thermodynamique. Après, il a travaillé dans la finance. Et aujourd'hui, il enseigne la finance, l'éthique et le développement durable. Il est aussi philosophe. Donc, il a écrit plusieurs ouvrages sur des questions sociétales. Et je pense que son exposé va dans l'une des directions qui ont été données dans la conclusion de l'exposé de M. Le Treut, qui disait que une des choses importantes, c'est que les scientifiques devront animer les débats démocratiques. Et je pense que c'est un des points focus de l'exposé de Denis. Voilà. Merci Peter. Donc, moi j'ai essayé de me poser une question. Les citoyens et les institutions face à la simulation climatique. Et en fait, c'est deux questions parce que c'est aussi la simulation scientifique, climatique, comment elle parle aux citoyens et aux institutions. Alors, là, une première question, c'est de savoir si l'homme est capable de piloter des systèmes complexes, techniques qu'il met en œuvre. Et alors, cette capacité, suivant les époques, il y a eu des réponses différentes. Pour le grec du siècle de Périclès, ça lui aurait paru déraisonnable, parce que la sagesse pratique était quelque chose de très précaire. Et quand on regarde la cosmogonie qui était développée à l'époque, avec les dieux, on est passé du chaos au cosmos, mais il y avait toujours sous-jacent la possibilité de retour du chaos. Et pour éviter ce retour du chaos, un des moyens, c'était la lutte contre l'hybris, donc la démesure. Alors, si on est au Moyen-Âge, c'est plus questionnable. Il y a une querelle qui a pris tout le Moyen-Âge, qui était centrée sur le lien entre le bien et le mal. Et du coup, pour les scolastiques, la réponse était oui, on peut séparer le bien du mal. Par contre, pour les humanismes, comme Erasme, et puis Bosch qui a fait ce magnifique tableau, la question est non, le bien et le mal sont imbriqués, et c'est très compliqué. Alors Erasme, il a fini quand même par avoir ses textes 4 siècles interdits par l'Église, et mis à l'index. Si on regarde au XXe siècle, la réponse est plutôt c'est difficile. Alors c'est Max Weber, le sociologue, qui a dit en 1904 que la production mécanique induisait un style de vie, et que ça... c'était une force très très forte qu'on n'arriverait pas à arrêter jusqu'à la dernière goutte de pétrole et de charbon. Et ça a été repris par Ellul, Jacques Ellul, qui a dit que l'autonomie de l'homme, elle n'existait plus face à l'autonomie de la technique. Alors si on regarde un peu plus près sur le changement climatique, la réponse c'est du Club de Rome qui avait écrit Limits to Growth, qui a été mal traduit par Halte à la croissance. C'était la question des limites de la croissance. Donc la réponse était « c'est peu probable ». Alors je cite « Le sentiment d'un niveau de crise arrive en général trop tard. La capacité d'un système à maîtriser une crise s'effondre lorsque le phénomène s'amplifie, ainsi de la lutte contre la pollution, contre la famine ou les destructions irréparables de l'environnement. » Et au début de ce siècle, le prix Nobel de chimie Crutzen a défini un nouveau mot, l'anthropocène, qui a été repris dans un livre de Bonneuil et Fressoz en 2013 et qui nous explique il faut vivre avec. Et comment vivre avec? Alors, si le monde est complexe, le monde est aussi incertain. Et la question est comment agir dans un monde incertain. Alors, on partira un peu chez les Grecs avec le petit dieu Kairos. Et puis, on regardera une partie de la philosophie des sciences qui a été un peu oubliée et qui revient à la mode, le pragmatisme, avant de regarder comment il a été mis en œuvre récemment sur les questions climatiques. Alors, si on part chez les Grecs, ce petit dieu que vous voyez sur un bas-relief en marbre d'il y a 2300 ans, il est très agile, il a des ailes, il a des petites ailes aux pieds, il a un rasoir à la main et il pèse avec une balance. Alors, ce petit dieu, quand il passe à proximité de nous, il y a 3 possibilités. Soit on ne le voit pas, soit on le voit, mais on ne fait rien. Et puis enfin, il y a le 3e cas de figure, qui est saisir ce qu'on appelle aujourd'hui saisir l'opportunité. On le voit, et au moment où il passe, vous voyez qu'il a une petite touffe de cheveux, on le saisit par la touffe de cheveux. Et ses caractéristiques, c'est qu'il est imprévisible, on ne sait pas où et quand il va passer. Alors,
il donne un pouvoir à l'autonomie humaine, puisqu'il tient un rasoir pour trancher. À un moment donné, il faudra trancher. Donc il est rapide, on l'a déjà dit. Alors pourquoi il est rapide? Parce que soit il est trop tôt, et donc on n'a pas assez d'éléments pour trancher, ou soit il est trop tard. Les conditions sont de nouveau changées et rendues inopérantes les solutions. Alors il est calculateur aussi. Il tient une balance, et donc ça relève d'un raisonnement. Il va peser le pour et les contre avec cette balance. Et donc il est mesuré, la mesure c'est la balance, et donc ça s'oppose à la démesure, l'hybris, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, plus récemment, donc au XIXe siècle, une partie de la philosophie des sciences a été le pragmatisme, et qui échappe à la dualité entre les positivistes et les constructivistes. Parce qu'il se pose la question de l'action. Et donc, on part du principe qu'on fait le pari que les hommes peuvent agir sur le monde. Alors, dans ce cadre-là, il y a le rôle des experts. Ce rôle des experts, il a toujours été considéré depuis Aristote. Depuis Aristote qui disait que les experts maîtrisent l'action de l'homme sur le monde, la techné, mais qu'ils sont au service des citoyens. Et les citoyens expriment leur choix par la doxa, l'opinion. À quoi peuvent servir les experts? Donc, notamment dans ce cas de figure-là, à combler le décalage entre notre capacité de produire du nouveau, l'innovation, et notre incapacité ou notre difficulté à nous représenter les effets de nos fabrications. L'autre intérêt des experts, c'est d'assumer une position scientifique sur les questions climatiques et proposer une orientation politique sur les modalités de la régulation. Alors ces démarches pragmatisme, pragma en grec c'est agir, elles sont vieilles, elles datent de Peirce, 1878, qui exprime que nos croyances sont en réalité des règles pour l'action. Et ce qu'il a souligné, indépendamment de ça, c'est que les faits et les valeurs sont toujours imbriqués dans les démarches scientifiques et son évaluation elle-même. Et on le reverra dans la proposition scientifique qui a été faite en 2015. Or, Dewey est un philosophe très intéressant parce qu'il a proposé des enquêtes sociales. Et donc, le but, c'est de résoudre des problèmes ici et maintenant avec l'aide des experts. Donc, voilà cette philosophie pragmatique. Et comment elle est reprise par la philosophie? La philosophie va expliquer aussi que simuler, c'est faire. Alors, la simulation peut être vue comme un dialogue. Si on prend un philosophe du langage qui est un élève de Paul Ricoeur, Denis Vernant, qui est à Grenoble aussi, il dit « Les sciences de l'information et de la communication se constituèrent sur le présupposé d'une autonomie du verbe, du discours et de la communication. Ce n'est que récemment que l'on a fait un pas de plus en subordonnant ces communications à leur finalité praxéologique, donc d'action, au nom du principe tout simple selon lequel l'on parle généralement pour agir ensemble sur un monde partagé. » Alors, ce qui est intéressant sur cette question d'agir ensemble, c'est de comprendre qu'il y a des significations imaginaires. Et ça a été défini par un autre philosophe, Cornelius Castoriadis, et qui explique que les significations imaginaires, qui sont chez tout le monde, sociales, vont instituer ce qui est juste et injuste. Et donc, en fait, chaque scénario des simulations scientifiques va sous-tendre des imaginaires. Donc ceux des citoyens, mais aussi ceux des institutions, ceux des décideurs, et même celles les imaginaires des scientifiques. Donc simuler, c'est décrire, mais c'est aussi dire. Et donc c'est permettre le dialogue et la transformation des imaginaires. Alors, comment ça se traduit en 2015 ? Il y a un article dans Environmental Science and Policy qui propose le schéma suivant, dans lequel j'ai rajouté le petit dieu Kairos. Et en fait, la question est de mettre ensemble les chercheurs et les parties prenantes pour analyser le problème. Ensuite, le rôle des scientifiques, c'est démêler la difficile imbrication des moyens et des fins, qu'on a vu tout à l'heure dans les exposés précédents. Et ensuite, un débat public qui permet de dire, ben voilà, on a le choix entre faire A, faire B, faire C, on va faire quoi? Et c'est là où il y a le débat public. Et c'est là où il y a le petit dieu Kairos et où il faut saisir l'opportunité.
Ensuite, il y a l'implémentation par les politiques. Et puis, une phase d'évaluation qui est faite à la fois par les chercheurs et les parties prenantes. Et on revient à l'étape précédente. Alors pourquoi on revient à l'étape précédente? On l'a vu dans les premiers exposés. C'est qu'en fait, on a toujours des surprises. Le monde n'est pas celui qu'on attend par les simulations. Et puis on a des désirs qui changent, on a des volontés qui changent. Et donc, ça va être un processus itératif. Donc voilà le pragmatisme qui revient à travers la simulation sur les sciences du climat et la nécessité du débat public. Alors si on a vu ça, on n'a rien dit encore de l'éthique de l'action. Quelle est la chaîne des responsabilités des différentes parties prenantes dans les émissions de gaz à effet de serre? Alors, je vous propose le petit schéma suivant qui essaye de mettre à la fois les process industriels, les process, donc un process d'exploitation d'énergie, après on va produire des biens et services, et puis après on va consommer ces biens et services. Et à la fois essayer de décrire les parties prenantes, et donc les parties prenantes, il y a par exemple les entreprises énergétiques, il y a les entreprises, les consommateurs. Or pour ce qui est des entreprises, il y a un domaine qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, dans lequel on va essayer d'intégrer ces préoccupations-là. Les consommateurs, il y aura la consommation responsable. Et puis on voit que concerne l'ensemble, les États-nations et les institutions internationales. Et donc ici, il y a la responsabilité politique dans laquelle on se situe dans le cadre des négociations pour la COP21. Et puis vous avez aussi la responsabilité des citoyens, qui est une responsabilité démocratique et qui vont influer sur les institutions, parce que les institutions sont fabriquées par nous comme elles nous fabriquent. Alors je vais reprendre ce graphique pour voir un petit peu ce qu'on fait dans chaque partie ou dans certaines des parties. Alors, il y a d'abord les experts qui vont s'adresser aux institutions internationales. C'est ce qu'on peut appeler une approche top-down. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a eu des propositions qu'on pourrait appeler de façon générique une sorte de plan B pour la planète. Vous avez des auteurs comme Lester Brown ou Pakala et Sokolov. J'ai mis un de leurs graphiques où ils disent, voilà, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour respecter 2 degrés, il faudrait économiser 7 petits triangles verts qu'on voit. Et si on arrive à économiser ces 7 triangles, on atteint nos objectifs. Et ils démontrent qu'en généralisant certains produits industriels qui existent aujourd'hui pour sauvegarder un peu le CO2, on arrive à le faire. Il y a l'approche du GIEC, dont je ne vais pas reparler, mais qui redonne des scénarios et qui dit, voilà, suivant les états du monde, est-ce qu'il va y avoir une forte coopération internationale, on va être soucieux du développement durable ou pas? Voilà, dans ces différents cas de figure, ce qui va se passer sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que Hervé Le Trott a présenté tout à l'heure. Et puis, vous avez des philosophes comme Dominique Bourg qui vont proposer de nouvelles institutions internationales. Alors, par exemple, il propose, lui, la création d'une 3e chambre pour représenter les générations à venir. Par rapport à cette vision-là, il faut voir qu'on est dans un contexte qui a changé. On a un affaiblissement géopolitique des institutions internationales aujourd'hui, à la fois le FMI et la Banque mondiale. Or, pour citer qu'une chose, c'est la montée des émergents avec leurs institutions propres. Je cite la Chine qui vient de créer la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures en 2014 et qui va concurrencer la Banque mondiale. Et donc, une stratégie plus adaptée peut-être, c'est que les experts s'adressent aux États-nations. Et donc ça, c'est le projet. Il y a un projet qu'on appelle Deep Decarbonization Pathways Project, donc un projet de décarbonisation profonde de l'économie, où en fait c'est un exercice où on a demandé aux 15 pays les plus polluants, on leur a dit qu'est-ce que vous allez faire dans les 15 prochaines années et qu'est-ce que vous pensez émettre comme gaz à effet de serre, et puis après on fera le jeu de faire la somme et puis on verra si c'est compatible avec 2 degrés, 3 degrés. Et on commence le processus itératif. Et là, on s'adresse aux nations. Et là, effectivement, les nations semblent répondre rapidement. La Chine est intégrée, etc. Alors, une autre façon d'adresser le problème, c'est, on a vu les processus, qu'il y en avait un, c'est l'exploitation de l'énergie. Alors, il y a eu un article dans Nature, récemment en 2015, où des chercheurs ont montré, voilà ce qu'il y a sous terre comme énergie fossile. Et voilà, pour atteindre l'objectif des 2 degrés,
voilà le petit rond qu'il faudrait seulement sortir de terre. Ça veut dire que tout le reste, il faut le garder. Il faut garder comme réserve et jamais y toucher. Ils le déclinent par pays. Ils disent, ben voilà, il va falloir conserver sous terre 70% du gaz, 50% des réserves de pétrole, etc. Décliné par pays. Alors là se pose la question, c'est une attaque frontale des États. Et puis du coup, la question c'est de peut-être soit mettre un voile d'ignorance à la Rolls, ou soit intégrer des compensations. C'est-à-dire que ceux qui vont sortir le pétrole et le vendre payent des compensations aux autres parce qu'ils vont le garder. Donc toutes ces questions restent en œuvre. Et puis maintenant, je vais parler du reste qu'on n'a pas encore vu. C'est la question plutôt qui s'adresse aux citoyens ou aux consommateurs. C'est l'approche bottom-up. Et du coup, la question qui se pose, c'est quelle cohérence avec les scénarios, par exemple les scénarios du GIEC. Je veux par exemple me limiter à 2 degrés ou à 3 degrés, mais il faut que je comprenne ce que je vais pouvoir faire moi, ce que je vais devoir demander à ma commune, à mon département, à ma région, à mon pays, pour être en cohérence avec ce scénario. Alors, si je vais sur Internet, je vais trouver facilement des sites qui vont me donner 10 petits gestes favorables. Et puis, si je veux me renseigner sur ce que peut faire ma commune, je vais voir, il y a un site obligatoire sur lequel les collectivités doivent indiquer ça, qui est géré par l'ADEME, mais il n'y a que 26% des collectivités qui ont donné ces informations. Donc, il y a énormément de problèmes pour le citoyen pour accéder et répondre à cette question. Qu'est-ce que je dois faire moi pour être en cohérence avec le monde que je veux demain? Alors, il y a des débuts de réponse. Par exemple, le scénario négawatt, qui va dire quelles sont les actions individuelles et collectives cohérentes avec un scénario qu'ils ont défini. Et puis, vous avez aussi, par exemple, la réponse de Jean Kowalski, qui va dire on peut déjà définir une juste part d'émissions. Si on divise ce qui est raisonnable d'émettre par le nombre d'habitants sur la planète, ça fait de l'ordre de 1,7 tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est aussi un début de réponse pour savoir quelle est la responsabilité individuelle. Alors ce que disent les philosophes, il y a le responsable de la chaire d'éthique à l'UNESCO, Patrice Meyer-Bisch, qui affirme que les responsabilités individuelles sont incessibles aux institutions. Et alors, pourquoi elles sont incessibles? Parce que quand elles sont cédées, elles conduisent à l'inaction individuelle et l'inaction citoyenne. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il y a nécessité de complémentarité des approches bottom-up et des approches top-down complémentaires, et que pour l'instant, on s'est centré sur l'approche top-down, et qu'il serait très intéressant de se poser plus de questions. Comment mettre en œuvre l'approche bottom-up? Alors, en conclusion sur ces scénarios, sur cette science du climat, et pour revenir chez les Grecs, on était parti des Grecs de Périclès, la question pour la science du climat, c'est plutôt d'être Cassandre que Prométhée. Alors je vous rappelle l'histoire de Cassandre, elle s'était promise à Apollon, donc le dieu qui connaissait le passé et l'avenir, et du coup le dieu lui a transmis son don, mais une fois qu'elle a été instruite de tout ça, elle lui a refusé, de lui accorder les compensations et les faveurs. Et du coup, Apollon, fâché, ne pouvait pas lui reprendre son instruction et sa connaissance, mais il a été plus méchant, il lui a retiré le pouvoir de persuader. Et donc, elle a passé sa vie à faire des prédictions qui étaient parfaites, que personne n'écoutait. Vous voyez, ça a mal fini pour elle, sur le petit vase. On voit qu'Ajax attrape Cassandre par les cheveux et menace de la tuer. Alors, pour les sciences chargées des simulations, les scientifiques, donc la question est effectivement ne pas se cantonner à décrire un avenir certain, comme Cassandre, ou avec des options possibles, mais nous convaincre que des options sont ouvertes et que c'est nous qui pouvons choisir nos options et notre monde en tirant par les cheveux ce petit dieu Kairos. Alors, si on n'est pas Cassandre pour les Grecs, la science peut être qui? La science est plutôt Prométhée. Prométhée,
Épiméthée donc, a doté toutes les créatures terrestres de protection, hein, pour assurer la conservation des espèces, et puis il n'avait plus rien pour l'homme. Alors son frère Prométhée, donc qui voit loin en grec, hein, Prométhée, alors que son frère était plutôt avec une vision à court terme, constate que l'homme n'a plus rien, et du coup il va voler pour eux les arts et le feu, donc leur donner l'habilité et la créativité. Et malgré ça, les hommes continuent à s'autodétruire. Alors qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait la science politique. Et Zeus, il va chercher un autre dieu, Hermès, de répartir entre eux ce qui va permettre de créer la cité, et donc ce qui est à la base de l'art politique, qui est l'aidos et dike, donc qui est la pudeur et la justice. Et donc, Prométhée nous enseigne quoi? Que la science doit être usée. Alors comment on appelait Prométhée? Le prodigieux malin, capable même à l'inextricable de trouver une issue. Et les Grecs, pour éviter la démesure, hein, quels moyens ils avaient? Ils avaient les tragédies. Et les tragédies, c'est des représentations de la démesure et de ses effets. Et c'est exactement ce qu'on demande et ce qu'on peut faire aussi avec les simulations. C'est-à-dire représenter les effets et les états du monde possible futur, parce que c'est sur la crainte que les Grecs avaient essayé d'éviter de tomber dans la démesure. Et donc il y a cette nécessité d'éviter d'aller vers la démesure. Enfin, la dernière leçon que nous donne Prométhée, c'est que le vivre ensemble, c'est forcément la technique et le politique. Donc la technique n'a pas permis de faire société seule, et du coup, c'est la politique qui a été donnée par Zeus en veillant à ce que chacun ait sa part, contrairement aux dons qui avaient été faits sur la technique, où il y en a qui sont plus doués que d'autres. Et donc, l'art politique, ce sera l'art de choisir parmi les scénarios. C'est celui qu'on a vu. À un moment donné, il y a un débat et il va falloir choisir et agir parmi les scénarios. Donc, pour conclure, les hommes, ils sont loin d'être maîtres du chaos climatique, hein, on est complètement embringués là-dedans. Mais en fait, pour survivre, on a absolument besoin de la complicité rusée, la métisse en grec, des scientifiques, pour nous annoncer le futur. Et c'est ce futur qui était annoncé sur les tableaux. Quand vous regardez le premier tableau que je vous ai passé, le jardin des délices. On peut aller vers le paradis, on peut aller vers l'enfer. Il y a le monde au milieu, le monde réel au milieu, et c'est en fait des représentations de scénarios. Et les hommes ont toujours vécu par représentation des scénarios futurs. Voilà, merci. Bon, merci Denis. Je prie les 3 orateurs de venir sur le devant. Donc on a commencé avec 10 minutes de retard parce que la salle n'était pas très pleine. Donc on va aussi prendre 10 minutes de retard sur la pause. Donc voilà, vous avez la possibilité de poser des questions à tous les 3. Bonjour, donc Ilaria Castellani de l'équipe Inde à Sophia Antipolis. J'ai une question très générale qui s'adresse à tous les 3. Vous avez parlé de la question du changement climatique, qui est une typique question qui transcende les États-nations et qui concerne tous les citoyens et qui est très urgente, parce qu'on a vu que le changement dont parlait Hervé Le Treut, contrairement au précédent changement climatique, va se produire très rapidement, pas sur des temps longs. Donc, d'autre part, nous savons que les nouvelles technologies numériques permettent exactement ça, de faire les choses globalement et très rapidement, avec
diffusion instantanée et potentiellement sont à la disposition de tous les citoyens. Donc, ma question est assez générale. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à une façon d'organiser une nouvelle démocratie? Parce qu'on sait que maintenant, la démocratie représentative, dans ce scénario global, ne fonctionne plus très bien. Comment organiser une nouvelle démocratie qui soit vraiment effective en utilisant nos technologies qui sont le cœur de nos recherches à l'INRIA? Peut-être plus en phase avec l'exposé de philosophie. Juste dire que dans l'idée que la démocratie représentative ne fonctionne pas si bien, il y a quand même un danger que je vois, c'est de jeter des rares fondements de paix. On voit quand même dans les États où il y a une démocratie participative qui fonctionne à peu près, même si c'est insuffisant. On a des conditions de paix, des droits de l'homme, enfin des choses qui n'existent pas ailleurs. Je pense qu'il faut quand même la protéger aussi. Alors après, c'est vrai qu'il nous manque des espaces de débat supplémentaires par rapport à ceux qu'on a actuellement. Et là, moi, je n'ai pas vraiment de réponse, parce que on est face à une situation où, d'une part, je crois jamais on a eu des choix aussi compliqués à instruire, qui sont faits d'opportunités. Enfin, j'ai très en phase avec ce qui a été dit juste avant. Et donc ces choix-là qui mettent en jeu un peu tout le monde, il faut effectivement arriver à les instruire, arriver à les susciter via des débats qui soient plus larges. Comment trouver un équilibre entre la participation de tout le monde et une sorte de grand chaos d'idées, comme Internet quelquefois en donne l'exemple, je ne sais pas bien. Mais je crois qu'effectivement c'est une question fondamentale à ce niveau-là. Mais par contre, moi je me méfie par contre de tout ce qui consiste à jeter un peu la pierre aux démocraties. On l'entend beaucoup par rapport au débat climatique. J'ai une épouse qui est argentine, qui a fui l'Argentine à une certaine époque, et je pense qu'il faut faire attention à ce qui peut se passer quand on n'a plus de démocratie. Alors juste pour compléter, je pense qu'il y a deux niveaux de démocratie. Il y a une démocratie à un haut niveau mondial qui est forcément représentative et dont on a forcément besoin. Et puis une démocratie locale, parce que quand Hervé Le Trot a parlé dans la région Aquitaine, il y a une démocratie locale qui peut décider de grands changements. Alors là, je vous montre, ça c'est Capital. Hein. Et donc voilà ce qui montre sur le devenir de Las Vegas, l'actuel de Las Vegas. Donc là, c'est en 2011 et en 2014, il n'y a plus d'eau. Alors il y a eu 3 années de sécheresse, mais il y a eu aussi l'homme qui a créé les golfs qu'on voit juste à côté, juste avant, où il nous annonce que le désert est en bordure. Et donc là, la démocratie localement va décider de faire des choses. Et les gens vont décider de faire des choses. Et du coup, ça aura un lien avec ce qu'il faut faire au niveau mondial. Donc je pense qu'il y a vraiment... Il ne faut pas jouer les institutions représentatives contre une démocratie locale, et qu'il y a la place pour les deux. Parce qu'il y a les deux niveaux. Oui, si je peux ajouter quelque chose, je crois que ça c'était déjà l'idée de Jacques Ellul que vous citiez avant, penser globalement, agir localement. Moi, je ne voulais pas du tout jeter la pierre sur la démocratie représentative, hein, mais je pense qu'il faut la complémenter avec autre chose. Oui, je pense qu'il faut la complémenter et qu'elle est insuffisante, mais en même temps, effectivement, on entend beaucoup de choses aujourd'hui qui, dans un contexte qui est plus large, où on voit des montées de tension, de xénophobie, des tas de choses. Voilà, moi, ça me rend un petit peu prudent par rapport au message qu'on peut donner. On a besoin d'un débat plus large, plus ouvert. Il faut faire attention. Enfin, il faut trouver les bons endroits pour compléter ce qui existe, effectivement. Malheureusement, je dois proposer de prolonger les questions autour du café. Je suis désolé, on a déjà débordé pas mal. Donc voilà, il restera à votre disposition.